Rapidement, je vais introduire brièvement Fouad. Fouad, il a fait une carrière au Maroc à travers différentes entreprises multinationales de l'informatique, Atos, Dell, qui d'autre, IB Maroc, avant de partir et d'intégrer UCX en tant aujourd'hui manager, BizDev Manager. Sans trop tarder, moi je donnerai le micro à Sifoued pour qu'il nous présente un petit peu ce qu'il fait et qu'est-ce qui l'anime. Moi personnellement, j'ai une petite question déjà en introduction. Le value selling, j'aimerais bien que vous me précisiez le value selling en guise d'introduction. Et je vous donne le micro, Sifoued. Merci, merci à vous. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci d'être présent sur cette session où je vais en effet tenter de répondre à cette question un peu particulière, à la fois avant ce qui vient de se passer, la pandémie, et puis pour après, sur laquelle on essaiera peut-être de réfléchir aussi ensemble à la fin à travers un échange et se poser des questions et avoir un focus particulier. Alors le value selling, en fait, c'est quoi? C'est la vente de la valeur. Moi, au sein de notre structure, je ne vends pas de matériel, je ne vends pas d'objets, je vends de l'immatériel. Et la vente de la valeur, effectivement, c'est vraiment comprendre en fait les métiers des prospects ou des clients, leurs contraintes réglementaires, peut-être l'environnement réglementaire, l'environnement des marchés, géographiques ou pas, et leur structure, donc la structure, enfin, l'aspect externe, je dirais, sur lequel joue l'entreprise. Et puis l'aspect interne aussi, comment sont exécutées, je dirais, les actions principales, à la fois sur la partie marketing, commerce, après-vente, production, etc. Et à travers ce deep dive, si je peux m'exprimer comme ça, de bien comprendre effectivement les tenants et aboutissants de l'organisation de l'entreprise, de bien comprendre effectivement les contraintes ou les atouts qu'elle a, et bien de positionner une solution ou des solutions qui vont lui permettre de soutenir et d'accélérer son business ou ses activités. C'est vraiment, enfin, c'est une définition un peu courte, mais compte tenu du délai imparti, j'essaie de faire au mieux. Voilà, pour moi, la vente de la valeur, c'est vraiment trouver ce qu'on appelle le pain point, en fait, ce qui fait mal dans une structure, ou bien les difficultés, et plutôt que d'avoir un discours pour vendre du matériel ou du logiciel de manière simple, c'est vraiment de voir quel va être l'impact sur l'organisation de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, la question qui est posée ce soir à travers cette conférence, elle devrait, ça prendrait beaucoup plus de temps pour essayer de répondre à une telle question, tellement elle est complexe. Il serait nécessaire effectivement d'envisager plusieurs angles qui tiennent compte d'une multitude de facteurs, des facteurs géographiques, économiques, sociologiques, etc. Toutefois, ma raison d'être, ou notre raison d'être, elle est centrée essentiellement sur notre impact en termes de business auprès de nos clients. Et il m'a paru pertinent pour cette conférence de retenir un plan en fait, sur laquelle je vais démarrer ma présentation. Après une introduction pour évoquer un certain nombre de constats, un certain nombre de choses historiques qui sont passées aussi dans le domaine du numérique. J'ai retenu deux axes pour tenter de répondre à la question et on échangera autour de ces deux axes. Un axe plutôt qui cherche l'impact externe d'une entreprise, donc au niveau business, pour soutenir et accélérer le business, en faisant usage du numérique. Et puis un axe plutôt avec un impact interne pour soutenir la réactivité, l'agilité et la productivité. Bon, je vais y venir, hein, ces deux axes, mais ils me paraissent effectivement, ça me semble être les deux piliers presque universels, j'ai envie de dire, sur lesquels un focus doit
doit être tenu, doit être mis pour vraiment tirer largement profit du contexte des marchés économiques avant cette pandémie et puis aussi post-pandémie. Alors, si on discute valeur, effectivement, notre approche sur les organisations, effectivement, je disais que nous avons une approche, je ne vais pas trop faire de publicité, mais c'est un petit peu la mentalité et la culture dans laquelle on s'inscrit, de voir à chaque fois et de mettre en relief, en corrélation, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une transformation numérique où on apporte des solutions numériques, quel est l'impact sur la transformation business et à quel étage on est et qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à un deuxième étage pour avoir de plus en plus de transformation au niveau business. Une des raisons aussi de mon côté, c'est de vraiment chercher en fait à travers ce value selling à fournir aux organisations, aux entreprises des solutions pour automatiser, contrôler, décider autour de l'information et de la donnée en toute sécurité, mais en adressant en fait 3 défis fondamentaux pour les rendre convergents sur un seul défi, qui est la convergence en fait. Et en fait, la question clé derrière, c'est aujourd'hui, à l'ère de 2020, comment est-ce que je peux donner accès à tout travailleur de l'information, de travailler de partout et avec tout type de terminal pour faire simple. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc les stratégies numériques sont-elles différentes en fonction des marchés existants? J'ai donc décidé d'axer mon plan sur 3 parties avec quelques constats pour démarrer. Alors, le premier constat, c'est d'abord autour de la valeur des entreprises et des organisations qui est largement aujourd'hui dématérialisée, qu'il s'agisse d'informations commerciales, techniques stratégiques, de données, de bases de données ou de logiciels qui mettent en œuvre des processus. En fait, la protection, enfin toutes ces données aujourd'hui sont largement, ces informations sont largement dématérialisées. Cette dématérialisation de la valeur aussi, elle s'accompagne d'une grande dispersion des actifs humains qui portent et qui exploitent cette valeur dématérialisée. Et puis les humains, ces humains sont de plus en plus mobiles. On vient de passer une période effectivement où ça a été un peu le cœur de l'activité pour beaucoup d'organismes. Non seulement ils sont mobiles, mais en plus ils passent d'une entreprise, d'une organisation à une autre, éventuellement concurrente, de manière aisée. Sur la dématérialisation, on peut rajouter aussi que effectivement la sous-traitance de certaines fonctions parfois aux tâches, elle contribue aussi à la dissémination des informations et du savoir-faire. Ça, c'est le constat numéro 1. Le constat numéro 2, dans tout type d'organisation, alors ça c'est une étude plutôt relative au marché européen, mais qu'on trouve assez largement aussi sur des marchés en Afrique du Nord. Comment sont consommés les budgets en termes de fonctions support souvent, et même les budgets au niveau numérique, on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie quand même qui est consommée par des opérations, de la gestion d'opérations au quotidien, 21% seulement pour de la croissance organique et seulement 16% pour de la transformation majeure business, voire de l'innovation. Enfin, c'est assez trivial, je dirais, ce que je mets en relief ici. C'est QFD, le constat numéro 3, ce qui fait la différence, et on en entend tous parler aujourd'hui, c'est l'agilité, c'est l'innovation, c'est les bons systèmes, que ce soit humain, processus ou support, et donc support numérique ou d'autres supports. Et puis, bien évidemment, il faut vendre, donc l'expérience client, c'est aussi quelque chose de très différenciateur aujourd'hui sur ce type de marché. Alors, après avoir dressé ces constats, il m'est apparu quand même pertinent de faire un petit peu de retour en arrière et de se poser la question et d'essayer de répondre à la question de que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé très rapidement dans l'évolution en fait du numérique? Il s'est passé une accélération qui est portée par la loi de Moore et Internet, tel que vous le voyez aujourd'hui, avec effectivement un passage du monde mainframe, alors il en subsiste encore, hein, en passant par le mini
computing dans les années 70 et l'ère du PC serveur, client-serveur dans les années 90. Aujourd'hui, on est, depuis les années 2000, à l'ère Internet. En bas, ce que j'ai mis, effectivement, c'est pour sensibiliser sur effectivement les évolutions, à la fois en termes de besoins métiers, mais de ressources numériques, d'un point de vue historique sur ce qui s'est passé. Donc, quand on regarde dans les années 60, bah, on était encore loin de l'Union européenne, enfin, c'était les prémices, on était, et même ailleurs, hein, il y avait encore beaucoup de marchés locaux, avec au niveau des entreprises des organisations en silos qui étaient orientées production. Et sur un plan numérique, bah, elles avaient besoin en fait d'applications centralisées et essentiellement de hardware. Dans les années 80, les marchés ont commencé à devenir de plus en plus régionaux. On a parlé d'organisations matricielles, avec des organisations un peu orientées, beaucoup plus orientées clients. Et là, d'un point de vue ressources numériques, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est passé à l'ère des progiciels et du logiciel, donc pour essayer d'avoir cette vision globale. Depuis l'ère 2000, ben, on est dans des marchés globaux. On parle de la mondialisation depuis un petit peu avant les années 2000, mais essentiellement depuis les années 2000, c'est quelque chose qui revient sans arrêt, effectivement, la mondialisation. Les organisations en réseau qui sont orientées cette fois réactivité. Et on a vu effectivement cette réactivité qui a été blessée effectivement pendant cette pandémie, avec d'autres besoins en termes de ressources numériques, plutôt orientés autour de services, puisqu'on est dans des niveaux écosystèmes et des applications composites. Là, aujourd'hui, il semblerait, si je reprends un peu cette histoire, qu'on soit au XXIe siècle dans des interfaces de plus en plus naturelles, notamment avec toutes ces interfaces sur les smartphones ou les tablettes ou les PC tablettes, où effectivement, bah, on peut faire un certain nombre de choses qu'en touchant avec un doigt, avec une intelligence embarquée et enfouie, et des accès de plus en plus ubiquitaires, c'est-à-dire de plus en plus nomades. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également? Ben, il y a eu des révolutions industrielles. Il y a eu 4 grandes révolutions industrielles, et nous sommes encore dans cette 4e révolution industrielle, donc depuis le 19e siècle jusqu'en passant au 20e et aujourd'hui au 21e siècle, où on est aujourd'hui, effectivement, après les 3 premières révolutions industrielles, dans cette 4e révolution industrielle, autour de la conception visuelle, la numérisation et l'Internet industriel, puisqu'on parle d'Internet des objets, voire d'entreprise 4.0, on pourra en parler plus tard. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé également? C'est que si on regarde ce terme de nouvelle économie, les caractéristiques de la nouvelle économie, et j'ai rajouté de la nécessité de nouveaux modèles de développement, ben, tels qu'ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des nouveaux acteurs, des acteurs qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, par rapport à des acteurs beaucoup plus anciens dans le monde industriel, qui sont arrivés avec des nouveaux modèles, qui ont eu un impact très fort sur la distribution, enfin la distribution a complètement été transformée, et qui sont en innovation continue, sans arrêt, constante. Selon plusieurs fréquences, plusieurs périodes, il y a toujours de l'innovation. Et par rapport à cette nouvelle économie, on est aussi face à des millennials, ce qu'on appelle des millennials. Effectivement, on peut les caractériser par différentes choses. Là, le sujet, c'est sur le numérique. Ce sont des jeunes adultes aujourd'hui qui sont entrés dans le monde du travail et qui vont entrer de plus en plus, qui sont des usagers naturels, je dirais. Il n'est pas rare de voir un bébé de quelques mois commencer à regarder un écran de tablette et effectivement déjà être dans le bain de l'usage du numérique dès les très jeunes âges. Donc il y a ces caractéristiques aussi qui me semblaient importantes de mettre en relief ici. Alors par rapport à ça, juste synthétiquement, et on pourra y revenir après, bah, historiquement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que on est passé d'un usage interne du numérique vers ce qu'on appelle l'entreprise digitale. Alors moi, digital, bon, c'est un terme un peu anglais, c'est plutôt entreprise numérique, mais bon, effectivement, pourquoi? Parce qu'on est passé d'une phase ou de plusieurs phases où le numérique ou l'informatique était plutôt utilisé pour améliorer les processus internes, mais aujourd'hui, plus que jamais, il permet effectivement, à travers des produits, des procédés qui intègrent des fonctions numériques, on parle
d'intelligence artificielle, on parle de données, de valorisation des données, effectivement. Tout ça, ça permet de saisir des nouvelles opportunités face à cette nouvelle économie, entre guillemets, ou ce monde qui change. Alors, ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, donc, pour axer, en fait, mon raisonnement et pour essayer de répondre à cette question ô combien complexe, les stratégies numériques sont-elles différentes en fonction des marchés existants? Oui et non. Moi, ce que j'essaie de garder, en fait, pour le public marocain ce soir, c'est essentiellement de dire, je vais garder deux piliers, en fait, que n'importe quelle organisation doit avoir à l'esprit, commerciale, hein, organisation commerciale, donc qui fait du business, on va dire, qui me semble être les deux piliers sur lesquels un focus doit être mis. Le premier, c'est l'usage du numérique et en fait les impacts de l'usage du numérique sur la différenciation grâce à l'expérience client. Donc je fais un petit retour bref, et je viendrai dans le vif du sujet sur l'outil numérique, je dirais, ou la solution numérique. En commençant d'abord par expliquer, essayer de tenter de définir ce que c'est que l'expérience client. Bah oui, une entreprise, elle a un marché externe, donc des clients qui lui font gagner de l'argent, et puis elle a une organisation interne. Donc j'ai préféré effectivement garder ces deux axes. Donc l'expérience client, qu'est-ce que c'est? C'est l'impression qu'une entreprise ou que votre entreprise laisse à votre client à chaque étape de son parcours, avant, pendant et après la vente. Et ça définit en fait comment les clients perçoivent l'entreprise. Alors l'expérience client, je me suis moi-même mis en tant que client au centre et puis je me suis posé des questions en me disant qu'est-ce qui fait, quels sont les différents types d'interactions que je peux avoir avec l'entreprise qui vont faire que mon expérience, elle va être positive ou négative. Il y a plusieurs facteurs, j'ai essayé de garder les essentiels, on va dire. Il y a effectivement la marque, son positionnement, il y a la qualité du produit, mais il y a également aussi un certain nombre d'autres facteurs, les employés, les vendeurs en particulier, les commerciaux, ou bien l'après-vente, si je dois m'adresser pour des questions d'utilisation de support en particulier, les actions marketing, le site internet, même si ça paraît effectivement peut-être trivial, mais c'est aujourd'hui important dans l'expérience vécue par les clients, le service client support, et puis les autres clients. Qu'est-ce qu'ils disent de l'entreprise et de votre marque ou de vos produits ou services? Alors, naturellement, il y a une question qui vient, c'est, OK, très bien, comment fournir une expérience exceptionnelle aux clients? J'ai essayé de regrouper ça en six réponses, avec d'abord les personas, la cartographie du parcours des clients, le CMS, donc ce qu'on appelle le Content Management Server, autrement dit le site web, la gestion du site web, le CRM et les métriques uniques pour élaborer un suivi interne et un alignement entre les différentes task forces de l'entreprise, les rapports multi-attribution, je vais y venir dans un petit moment, et puis les études et les suivis clients pour s'assurer de la satisfaction client. Alors, les personas, qu'est-ce que c'est? D'abord, il va falloir effectivement pour une entreprise d'identifier ses clients potentiels, les clients existants, mais aussi les clients potentiels qui sont encore des prospects. Et il est important quand même à l'âge du numérique, je dirais, et de cette entreprise 4.0, de construire ce qu'on appelle en fait un buyer persona. C'est une représentation fictive, semi-fictive, d'un client idéal qui est basé sur une étude de marché et de données réelles sur des prospects, des clients existants. Donc c'est à la fois sur les catégories socio-professionnelles, des aspects sociologiques, des aspects géographiques, des aspects aussi profession, entreprise dans laquelle ils sont, et comment ils se comporteraient. Donc c'est une représentation semi-fictive qui va permettre effectivement d'adresser un message numérique pour ces leads, enfin ces prospects. Il s'agit également de bien étudier sa base client, parce que vous avez toujours une base client quelque part, qui est matérialisée quelque part dans des fichiers peut-être, ou bien déjà dans un outil, et de bien segmenter cette base client avec des informations démographiques sur leur profession, la localisation, etc.,
des informations sur l'entreprise dans laquelle ces clients travaillent, font partie, donc c'est dans quel secteur d'activité, quelle est la taille de l'entreprise, de revenus par employé, etc. Et puis d'étudier sa base client avec le comportement des clients et des contacts, en particulier si on a un site internet visible, même si on ne vend pas dessus, même s'il n'y a pas de e-business, mais de voir que les contacts visitent le site internet, ils s'engagent via des emails de campagne promotionnelle, ils ont téléchargé quelque chose, ils ont exprimé un intérêt, ils sont exprimés quelque part sur des réseaux sociaux, et peut-être que vous avez aussi une application mobile. Quelle est leur attitude sur l'application mobile, comment ils se comportent, à quel moment de la journée, etc. Alors, mieux comprendre aussi ses clients, alors ça semble être des choses basiques, mais c'est important de répéter ça, c'est effectivement de parler à vos clients, de parler en tant que dirigeant à vos équipes commerciales, et puis de continuer à se renseigner sur les tendances du marché, local, régional et mondial. Il est important aussi, à travers je vais venir sur l'usage du numérique, de pouvoir définir aussi vos parcours clients. Pourquoi? Parce qu'il va être nécessaire d'adapter votre communication avec un prospect en fonction de sa position dans le parcours d'achat. Donc le parcours d'achat, je l'ai coupé en 3 ici, c'est assez simpliste, je dirais. J'ai un problème, effectivement, je prends conscience que j'ai un problème, je dois disposer de tel ou tel service ou de tel ou tel équipement, donc je passe par une phase d'identification du problème, ok, j'ai ce problème, donc il me faut tel objet ou il me faut tel service. Je vais rentrer dans une deuxième phase, une phase de considération, où je vais effectivement comprendre mieux mon problème, mais je vais déjà être en train de chercher des solutions, d'étudier des solutions, de faire ma bibliographie, de faire des recherches sur Internet, etc. Et puis, in fine, je vais passer une phase de décision, une fois que j'aurai compris comment résoudre le problème que j'avais en faisant l'acquisition d'un bien matériel ou d'un service, je vais passer une phase de ces décisions et d'achat. Et donc, il est important, et il me semble nécessaire, en fait, très important, d'adapter la communication avec un prospect, en fait, avec vos prospects, en fonction de la position dans laquelle ils sont dans le parcours d'achat. Alors, il y a des entreprises, et j'en ai déjà accompagné, où effectivement on fait des cartographies du parcours client sur des grands tableaux, etc., pour pouvoir représenter de manière visuelle tous les types d'expériences des clients avec la marque et par où ils passent, quel que soit, je dirais, le business de l'entreprise, que ce soit du produit ou du service. Alors, il convient également, aujourd'hui, plus que jamais avec le numérique, d'améliorer l'expérience client grâce à votre site web. Il y a encore beaucoup à faire, effectivement, aujourd'hui, et notamment face à cette génération de millennials qui vont d'abord chercher, effectivement, dans le parcours d'achat sur Google l'objet qui va essayer de résoudre leurs problèmes, que ce soit un service ou un produit matériel. Et il est important quand même d'avoir déjà une présence sur Internet, mais d'améliorer cette expérience client déjà par l'entrée sur votre site Internet. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une grande majorité des décideurs en France qui placent leur site web dans le top de leurs priorités. Un site web, c'est plus juste une vitrine où on affiche des informations statiques, etc. Non, c'est pour créer de l'interactivité. Et de se poser la question, effectivement, à travers ce site web, et pour améliorer l'expérience client et le parcours d'achat, donc sur la première et deuxième phase en particulier, quelle est la valeur ajoutée pour mes visiteurs et qu'est-ce que ça va me générer comme opportunité marketing en termes de lead et ensuite de vente, puisque le ballon va être passé comme ça. Alors, il est important, effectivement, et je dis ça effectivement pour les dirigeants, d'adopter un site internet, en fait, avec le sigle CMS, Content Management System,
qui permet vraiment de personnaliser sa stratégie marketing et puis tout de suite, de redonner la main aux équipes marketing pour faire évoluer le site web. Parce que voilà, c'est eux qui vont être le plus aptes, je dirais, à aller chercher, approfondir sur ces discours de valeur, à se caler avec le parcours d'achat pour pouvoir générer de l'activité dynamique auprès des visiteurs qui viennent sur votre site web et de générer en fait des nouveaux leads et donc des opportunités marketing qu'il va falloir transformer en opportunités de vente et en commandes. Alors, il y a lieu aussi d'élaborer un suivi interne de A à Z et de disposer d'un objectif commun en interne pour une meilleure expérience client. Et là, en fait, la stratégie numérique, je dirais, par rapport à cette problématique externe, je disais impact externe pour soutenir et accélérer le business, c'est effectivement de se doter d'un CRM qui soit un outil central des collaborateurs. Et aujourd'hui, on parle dans la littérature de marketing, sales and marketing. Donc, en fait, c'est les commerciaux et le marketing. Moi, j'ai envie de dire, c'est les commerciaux, c'est l'avant-vente, les commerciaux, enfin, selon les structures, le marketing et puis le service client aussi. Et donc, c'est le CRM qui va pouvoir donner une collaboration interne convergente pour que chaque contributeur à son stade avec le client et à ses interactions puisse avoir une vue 360 degrés de toutes les interactivités, de tous les échanges qu'il y a eu avec le client et d'améliorer cette expérience client et également de se doter de métriques, de ce qu'on appelle des KPI, donc on n'améliore que ce qu'on mesure, des outils communs et une vision commune pour effectivement être toujours dans cette démarche d'innovation et de transformation du business en fonction du comportement des consommateurs, prospects ou clients. Alors, ce qui est important également, c'est que d'un point de vue numérique, j'ai pris un exemple ici pour visualiser le parcours client. Typiquement, si on regarde un match de foot, je sais pas, je prends Ronaldo, il est là sur la petite lucarne de gauche, il est vers les buts et il marque un but. Il marque un but, très bien. La question qu'on a le droit de se poser, c'est ok, il a marqué un but, mais à qui faut-il attribuer le mérite de ce but? Quelles sont les passes ou le pourcentage des passes qui ont fait que, d'un point de vue contribution, ça a permis à Ronaldo de marquer le but dans le but de l'équipe adverse. Et on peut appliquer ça au parcours d'achat avec une stratégie numérique et un CRM adapté pour voir effectivement parmi toutes les interactions qui peuvent exister ou des attributions d'actions marketing, qu'est-ce qui a eu du sens dans une transaction et donc dans un bon de commande et donc une commande générée. Donc on peut passer par effectivement différentes interactions. Il y a au niveau du prospect, donc quand j'ai mon problème, je fais une recherche naturelle dans Google, donc il faudrait que votre site soit bien classé. Il peut y avoir des campagnes sociales qui sont payantes, et donc j'ai cliqué sur une publicité pour démontrer un intérêt, et ça a créé un lead. Il peut y avoir un autre clic sur un autre réseau social qui génère une transaction, et voir un mail en fait marketing avec un clic, et effectivement ça génère une transaction qui va être loguée comme lead et qui va donc être transmis du marketing vers les équipes commerciales pour pouvoir effectivement transformer selon un close rate ce lead en commande. Donc, important effectivement d'adopter une solution numérique, donc CRM, qui va pouvoir voir ces attributions des actions marketing et de voir entre la première interaction, la création de lead, la création de la transaction gagnée, la commande, quel a été le point, je dirais, qui a le plus de poids et qui a le plus contribué. Et ça permet vraiment de voir d'une manière alignée, je dirais, entre les équipes et de pouvoir optimiser tous les efforts et les contributions et de mettre le focus là où il faut, avec une visibilité telle qu'elle, plutôt que d'être en mode tâtonnement. Alors, il y a également un certain nombre de choses, effectivement, sur l'expérience client qu'il est important d'avoir, c'est de s'assurer de la satisfaction client, et même après la vente.
avec effectivement les usages du numérique. En se posant des bonnes questions, alors il peut y en avoir plusieurs, moi j'en ai conservé deux, c'est est-ce que si votre produit ou service est complexe, est-ce que vous avez une équipe qui accompagne, qui fait du support pour les clients? Est-ce que vous donnez la chance à vos clients de partager leur expérience avec vous? Ou bien de partager leur expérience avec d'autres clients? C'est important. Je veux dire, quand on regarde Amazon, par exemple, quand je vais sur le site de Amazon et que je vais acheter un livre, ben, vous avez tous déjà remarqué que quand je clique sur le livre, on me dit, ben, ceux qui ont acheté ce livre, ils ont aimé, et puis en plus, ils ont acheté un autre livre. Tiens, il peut être aussi intéressant. Donc, il faut vraiment chercher à donner cette chance aux clients de partager l'expérience avec vous et avec les autres clients. Et puis, s'assurer de la satisfaction client, ça passe aussi par l'accompagnement et du service auprès des clients. Alors, bien évidemment, pour un certain nombre de choses, j'ai mis un exemple un peu tiré par les cheveux, mais donc on ne va pas accompagner un client qui achète un produit comme une brosse à dents, il sait déjà s'en servir, mais sur d'autres services peut-être qui sont un peu plus complexes à l'utilisation ou un peu plus coûteux, on va dire, ça reste quand même nécessaire d'accompagner les clients pour certains achats après l'achat. Alors, il y a également, à travers le numérique et donc votre site web, l'importance de l'accès à l'information. Donc, et les questions que je pose ici, c'est pour essayer de sensibiliser effectivement pour la bonne cause, je dirais, par rapport à l'usage du numérique, c'est de bien mettre en place une base de connaissances. Est-ce que vous avez une base de connaissances, une FAQ? Est-ce que vous avez une communauté? Est-ce que vous avez créé une communauté? C'est important aussi, un forum pour les clients, les prospects, parce que ça aussi, c'est un bon vecteur, je dirais, de partage d'expérience client. Et puis, est-ce que pour le support, la prévente, est-ce que vous avez un accès simple au support avec une réactivité, une forte réactivité par rapport aux demandes des clients? Enfin, pour finir sur cet axe, de l'expérience client, il me paraissait quand même important de disposer effectivement d'une stratégie numérique et de solutions numériques qui puissent vous aider à utiliser des métriques de satisfaction client. Comme je disais tout à l'heure, on n'améliore que ce qu'on mesure. Il y a deux métriques nécessaires, essentielles, je dirais, en termes de business pour mesurer la satisfaction client, ce qu'on appelle le NPS, le Net Promotion Score, donc pour comprendre la relation de votre clientèle, pas avec sa dernière transaction, mais avec votre marque et votre produit ou vos services d'une manière globale. Donc c'est en fait la différence entre le pourcentage de détracteurs et de promoteurs. Et puis également, il me semble important sur une stratégie numérique pour justement générer du nouveau business et avoir un impact externe fort, de redonner la main aux clients avec ce qu'on appelle le CSAT, le Customer Satisfaction Score, c'est-à-dire qu'à chaque interaction ou transaction, ils pourraient avoir la possibilité d'exprimer effectivement leur niveau de satisfaction dans leur parcours. Voilà un petit peu pour cette première partie. Donc, voilà, moi j'ai essayé de me poser la question, de répondre à la question les stratégies numériques sont-elles différentes en fonction des marchés existants? Quels que soient les marchés, je dirais une entreprise dans le domaine du secteur marchand, elle est tenue de vendre et d'améliorer ses ventes et puis de gagner de l'argent. Donc, il me semblait important d'un point de vue numérique d'insister effectivement sur l'impact externe à travers l'usage d'une stratégie numérique autour d'une solution à la fois axée sur le site web, sur une forme de CMS et l'usage d'un CRM effectivement pour pouvoir avoir le meilleur impact, soutenir et accélérer le business avant, je dirais, avant cette crise de pandémie et aussi pour la reprise post-pandémie. Et ça sera de plus en plus nécessaire effectivement de bien veiller à cet axe-là et à ces usages en termes de stratégie numérique. Le deuxième axe sur lequel j'ai essayé de centrer ma réflexion, en essayant de trouver des règles, je dirais, universelles qui s'appliquent dans tous les espaces géographiques, après l'espace effectivement marché, expérience client et business,
c'est de dire, OK, quel serait le levier ou le pilier, pardon, qui pourrait avoir le meilleur impact interne pour soutenir effectivement la réactivité, l'agilité, la productivité des équipes dans une entreprise qui fait appel au numérique, effectivement. Et donc là, la réponse, elle est un peu simpliste, mais elle est assez large. Et effectivement, ça consiste à se poser des questions sur la reconfiguration de l'environnement de travail numérique pour en faire un moteur de création de valeur durable. Alors, j'ai aussi l'habitude de dire, de répondre par cette question en disant, OK, et c'est ce qu'on fait, je dirais, au jour le jour sur nos marchés, c'est de se poser la question en disant comment aujourd'hui, à l'ère de l'Internet et de la mobilité, comment est-ce que je peux donner accès à tout travailleur de l'information, je dis bien tout travailleur de l'information, c'est-à-dire des gens qui traitent de l'information, des données, donc à tout travailleur, comment est-ce que je pourrais fournir la possibilité à tous ces travailleurs de travailler de partout avec tout type de terminal. Et d'arrêter de se poser des questions en disant, bon, alors quand je passe d'un PC avec Windows, j'ai telle application, si je suis sur un Mac OS, j'ai tel autre machin, et si je suis sur un smartphone, une tablette de telle et telle marque, etc., j'ai un autre environnement, etc. Vraiment, c'est d'aller vers cette convergence et de dire, OK, je vais fournir une solution convergente à mes travailleurs, à mes clients travailleurs de l'information, qui va leur donner la possibilité de travailler à partir du bureau, à partir de chez eux, à partir du jardin, à partir etc. Et de pouvoir effectivement être capable d'accéder à partir de n'importe quel lieu, connecté Internet bien évidemment, et à partir de n'importe quel terminal aux informations qu'ils traitent et aux données qu'ils traitent et à la valeur qu'ils génèrent en interne. Alors là, je viens de répondre à la question sur laquelle j'étais en train de bavarder. C'est que toutes les entreprises aujourd'hui, vous faites face à de plus en plus de projets, à des projets effectivement liés à la concurrence, à la nécessité d'innover, voilà. Et puis dans le numérique, je dirais dans les DSI, il y a beaucoup de projets qui sont là effectivement pour apporter une vraie valeur au business. Quand on parle de transformation digitale, quand on parle de maintien en conditions opérationnelles, quand on parle de big data, d'intelligence artificielle, de RP, c'est effectivement le pilotage de l'entreprise par la donnée. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'on va en faire pour effectivement tirer profit et puis soutenir l'activité, voire rebondir, voire se repositionner sur les marchés en fonction d'un certain nombre de critères ou d'exigences ou bien de contraintes. Et donc, ce que j'étais en train de dire juste avant d'afficher cette slide, c'est la réponse qui est en dessous. C'est arrêtons le syndrome du poste de travail. Le management du poste de travail ne doit plus être un projet. Donc on doit sortir de ce mindset-là et de chercher à répondre effectivement à la question que j'étais en train de me poser tout à l'heure, c'est comment je fais pour donner accès à tout travailleur de l'information, la possibilité de travailler de partout, du moment qu'il est connecté à Internet et avec n'importe quel terminal. Alors, la transformation de ces environnements de travail, elle se fait effectivement avec une plateforme moderne, alors ce qu'on appelle dans les termes anglais Workplace Modernization. Donc, pour engager une telle transformation, nous, il nous semble, dans les meilleures conditions, il nous semble essentiel de disposer de ces 4 choses. D'abord, une plateforme de gestion de l'environnement de travail qui soit évolutive, une plateforme qui soit réactive, une plateforme qui soit rentable d'un point de vue ROI économique, et puis une plateforme qui permette d'optimiser effectivement la mobilité, la productivité, la collaboration et bien évidemment le récit. Alors, cette expérience utilisateur fluide et connectée anywhere, nous on a l'habitude d'en manger chaque jour, je dirais, elle est effectivement destinée à travers une approche face à des challenges intemporels. Et ce qu'on voit aujourd'hui se dégager essentiellement, effectivement, c'est les usages liés à la mobilité, non seulement liés aux laptops, je dirais aux ordinateurs, mais aussi liés à l'usage des smartphones et des tablettes, qui nous amènent souvent à accompagner en fait des entreprises pour souvent webiser des anciennes applications, parce que les applications client-serveur, ben, elles marchent
sur Windows ou sur autre chose, mais dès qu'il s'agit de passer effectivement sur des smartphones ou des tablettes, ça peut être compliqué. Donc effectivement, très souvent, on passe à de la webisation. Et quand on est bloqué par rapport à des applications très lourdes, il nous arrivait effectivement d'accompagner nos clients pour la mise en place de services de terminaux centralisés, qui fait en sorte que même à travers une plateforme web, on puisse accéder effectivement à ces applications. On fournit souvent des environnements effectivement pour soutenir la réactivité et productivité avec des espaces collaboratifs et puis avec la visioconférence, qui est quand même le grand champion sur cette période malheureuse du Covid. Et puis, autour de CRM, d'applications métiers et décisionnelles, mais toujours des choses webisées ou webisables pour effectivement pouvoir donner la possibilité de travailler à partir de n'importe où, du moment qu'on est connecté. Alors, notre approche effectivement de la modernisation de l'environnement de travail, elle passe par plusieurs axes, je dirais. C'est effectivement de rechercher et d'implémenter une suite de collaboration qui soit mobile, en créant une expérience aussi, je parlais tout à l'heure d'expérience client externe, mais on peut aussi parler d'expérience client interne. Les travailleurs dans une entreprise sont aussi des clients, si on veut les considérer en tant que tels. Et donc, de créer une expérience, effectivement, client interne, usager interne, utilisateur interne, travail de l'information, qui soit fluide et transparent, en faisant appel à ce qu'on appelle en fait l'utilisation de l'environnement de travail en tant que service, en veillant à une optimisation permanente, et puis tout en gardant effectivement une plateforme qui soit conforme aux exigences de sécurité. Donc, c'est incontestable, aujourd'hui, la majorité des employés sont connectés, et plus on est mieux équipé pour servir les clients, et mieux on est, je dirais, pour pouvoir effectivement réagir, interagir aussi avec les clients externes, et donc créer de la valeur et générer du business profitable pour une entreprise du domaine commercial, je répète. Alors, une fois qu'on a, je dirais, atteint cette plateforme moderne, ben, quelles sont les étapes suivantes? Quels sont les avantages pour les collaborateurs et pour l'activité? Puisque cette plateforme moderne, effectivement, elle est là pour libérer le potentiel de valeur, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses qui vont être les boosters, des boosters au niveau de l'entreprise interne, mais aussi pour réagir correctement à l'externe. Bah, ça va donner aux employés des moyens de changer aussi leur méthode de travail en s'appuyant sur des outils innovants. On va pouvoir disposer d'une plateforme qui peut utiliser l'intelligence artificielle, l'analytique pour redéfinir des processus métiers. On va pouvoir effectivement améliorer les interactions des employés grâce à des agents numériques, à l'automatisation et la personnalisation. Tout à l'heure, je parlais d'expérience client avec l'usage du numérique et du CRM et du CMS. Qu'est-ce qu'il est agréable comme expérience client, j'allais dire, de visiter un site web, de se renseigner, de télécharger un document parce que j'étais dans mon parcours d'achat justement en train de chercher une solution à un de mes problèmes, et puis de revenir 2-3 semaines après et le site vous affiche « Bonjour, Fouad ». C'est un peu comme quand vous rentrez dans une boutique où vous avez l'habitude d'y aller et le vendeur ou la vendeuse vous connaît et puis vous salue par votre prénom, est capable de vous souhaiter bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire, ou de vous demander des nouvelles d'un membre de votre famille. Et donc, c'est important, justement, à travers l'usage du numérique et d'une plateforme moderne, de pouvoir fournir aux employés, et en particulier aux équipes commerciales, après-vente, mais aussi marketing, des outils qui permettent d'automatiser un maximum de choses, de personnaliser un maximum de choses avec les personnes externes avec lesquelles elles interagissent au quotidien. Voilà, donc, et puis effectivement, à l'ère des millennials, je dirais que disposer d'une plateforme moderne, ben, ça permet aussi de faire de la rétention de talents et vraiment d'attirer, motiver et de retenir les meilleurs talents. Effectivement, si les gens, voilà, les jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail, ils sont aguerris à l'usage du numérique avec des applications effectivement qui automatisent un certain nombre de choses, qui personnalisent et tout ça.
Je vous laisse imaginer s'ils arrivent dans un monde où effectivement ils sont avec des applications legacy anciennes, etc. Ça risque d'être un peu frustrant pour eux quand même. Alors avant de finir et puis de passer peut-être à un échange plus interactif avec des questions-réponses, ou bien des réflexions, j'ai également essayé de voir un petit peu par rapport à cette période pandémique, donc post-Covid, quelles seraient les technologies et les stratégies numériques gagnantes et perdantes à la sortie de cette pandémie. Alors, ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que effectivement cette période a bouleversé le cours normal des affaires, donc on est obligé de se repositionner, de se reposer les bonnes questions, enfin des questions pour faire de la continuité d'activité. Et à partir de ça, aujourd'hui, il y a un constat, en fait, on le voit clairement, c'est qu'il y a un certain nombre de gagnants et de perdants. Alors peut-être, de gagnants, c'est sûr, perdants, peut-être que ça va être transitoire, peut-être qu'ils reviendront, mais enfin, moi, ça me paraît quand même difficile. Donc, en termes de gagnants, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de solutions numériques ou de stratégies numériques vraiment qui sortent gagnants de cette période? C'est tous les services et les outils de collaboration qui sont à droite en vert. C'est effectivement la vidéoconférence. C'est, j'en ai parlé tout à l'heure, le Bring Your Own Device, donc travailler à partir de n'importe quel terminal, de votre smartphone, de votre tablette, de votre PC, de votre Mac, etc. Et puis c'est le cloud computing, effectivement, qui a permis aussi de contribuer à ce mode de travail, je dirais, déconcentré et décentralisé. Alors, il y a un certain nombre également de choses qui sont, de solutions qui sont plus ou moins perdantes pour l'instant, qui apparaissent perdantes, mais qui peut-être que sur le long terme pourraient ne plus avoir de sens en fait dans les entreprises. Et je partage ce retour d'expérience avec vous pour que vous puissiez aussi vous poser les bonnes questions à l'avenir. C'est tous les outils de gestion de bureau qui nécessitent une présence physique. Hein, c'est toutes les tablettes ou parfois dans les salles de réunion, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en termes de services de collaboration, vidéoconférence, il n'y a plus lieu de les avoir. C'est tout ce qui est matériel et logiciel lourd, vidéo, des salles vidéo qui ont été effectivement, c'est peut-être plus le moment. Enfin, quelqu'un qui était en train de se poser des questions aujourd'hui, il faut que j'équipe une salle vidéo avec des caméras, avec un équipement lourd, etc., pour pouvoir faire des visioconférences. Aujourd'hui, il y a des solutions on ne peut plus simples qu'on utilise ce soir à travers cette conférence pour pouvoir communiquer de n'importe quel endroit de la planète sans matériel. Il y a également tout ce qui est partie matériel lourd, bureautique, les desktops, les ordinateurs de bureau, les grands écrans, etc., qui vont sortir un peu pénalisés de cette période, voire certaines imprimantes aussi, peut-être, des grosses imprimantes. Et puis, les infrastructures sur site, qui, effectivement, moi, j'ai l'habitude de dire, de poser à mes clients, quand ils me disent non, je ne veux pas aller dans le cloud, non, je ne veux pas opter pour des services managés, non, je veux laisser mes choses ici, je leur demande s'ils fabriquent aussi leur électricité et leur eau, ou bien s'ils sont là pour faire un autre business. Donc aujourd'hui, ça n'a plus de sens pratiquement d'avoir des infrastructures sur site. Et cette période de pandémie, effectivement, a mis en difficulté les personnes qui avaient des infrastructures sur site et qui ont eu des difficultés pour accéder effectivement à leurs environnements de travail et fournir l'accès décentralisé de n'importe quel endroit pour leurs collaborateurs. Voilà, alors pour finir, je voulais juste garder cette petite flèche pour sensibiliser effectivement autour du numérique et sur le concept de l'entreprise 4.0 qui existe déjà en fait. Hein, l'entreprise sera automatisée, elle sera décentralisée, collaborative, relocalisée, on en parle de partout, elle sera mouvante, fluctuante, elle sera aussi cellulaire. Aujourd'hui, on a des entreprises toutes petites mais qui font des chiffres énormes et qui ont des impacts énormes sur un plan économique. Et puis surtout, l'entreprise sera pilotée par les données. Voilà, donc j'ai fini mon discours.
Merci beaucoup, Fouad. C'était très riche, très condensé en termes d'informations. Honnêtement, moi j'ai quelques questions, mais je vais quand même laisser le vérifier si on a des questions, si on a des réactions de la part des participants. Ok, c'est lancé. Ok. Alors, sur Facebook, j'ai une petite question ici. Alors, pour avoir de la part de Jamal Ben Hashmi, c'est une question commentaire, pour avoir une stratégie numérique, excuse-moi, voilà, pour avoir une stratégie numérique, il va falloir disposer des ressources nécessaires humaines, matérielles et financières. Aujourd'hui, les PME, PMI ont des ressources limitées. Alors, comment pensez-vous qu'ils puissent mutualiser ou trouver des solutions ou mettre en place les stratégies numériques en question et pour le réussir? Bah, c'est une question qui est complexe, effectivement, et Effectivement. qui fait remonter effectivement des enjeux complexes chez nous au Maroc, surtout sur cette malheureuse période. Effectivement, il est souvent question de moyens financiers, voire humains, mais aujourd'hui, je pense que une des clés, c'est d'aller plutôt, de changer de paradigme et de changer plutôt d'un mode d'acquisition où on fait de l'achat de solutions sans en prendre un usage complètement maîtrisé, sans l'utiliser à 100%. Et donc, ça peut effectivement être cher par rapport à ce qu'on en attend. Aujourd'hui, je dirais que il faut se donner les moyens d'aller plutôt vers des solutions en mode locatif et en mode cloud qui permettent effectivement de payer à l'usage et de ne pas être obligé d'investir à la fois humainement en ayant besoin de recruter des experts, etc. Parce que comme je le disais, l'entreprise, si elle vend un produit lambda, son métier, c'est pas de fabriquer de l'eau ou de l'électricité. Elle n'a pas besoin d'une centrale électrique ou d'une centrale de purification d'eau chez elle. Bah, de la même chose, l'informatique, elle n'a pas besoin d'une centrale informatique, je dirais. Elle peut louer effectivement à l'extérieur et payer en fonction de ses usages et donc bénéficier à la fois de ressources humaines et d'expertise externes qui ont l'habitude d'apporter des solutions effectivement liées aux usages avec un impact et puis de ne pas être dans une obligation effectivement d'acheter toute une série d'équipements matériels, etc., qui vont à un moment ou à un autre être dépassés, qu'il faudra renouveler, etc. Alors qu'en mode locatif, on va payer en fonction des usages, on va commencer petit, on va dire, et on va aller de plus en plus large pour couvrir tous les besoins de l'entreprise. Donc c'est une piste. Hein, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas la baguette magique versus par rapport à la situation et la conjoncture économique, mais c'est aussi une piste qui me semble être intéressante et importante à considérer, et donc à ce que les entreprises effectivement cherchent à passer d'un mode capex, qu'on appelle le mode capex, vers un mode opex, où effectivement ils vont consommer des services numériques et payer à l'usage plutôt que d'investir et d'attendre N mois avant d'avoir un retour sur investissement. Oui, merci beaucoup, Fouad. Effectivement, de toute façon, de mon côté, moi, j'ai envie de dire que c'est vrai, l'évolution aujourd'hui, l'avènement de la transformation digitale a été facilité par la réduction et par l'accès facile à cette technologie-là à travers cette réduction de l'OPEX, à travers le cloud, à travers la mutualisation, à travers la virtualisation, à travers pas mal de technologies qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui, nous on parle aujourd'hui, mais ces technologies, ça existe, ça fait déjà une dizaine d'années, qui sont déjà mis en épreuve et exécutées. Moi, si vous permettez, j'ai envie d'ajouter une autre chose peut-être. C'est que si aujourd'hui on parle d'investissement en termes de numérique, mais la question pour un entrepreneur ou une entreprise, c'est la question qui se pose, c'est
comment traiter dans un marché en évolution constante. C'est qu'aujourd'hui, partir sur le numérique, c'est une option qui est viable, qui reste très importante à considérer. Ce n'est pas un luxe. Ah, de toute façon, c'est mon opinion. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être vrai. C'est vrai, moi j'ai envie aussi de poser une autre, peut-être un commentaire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de numérisation, ce qu'on constate, c'est que il y a une effervescence, de façon du moins sur le Maroc, sur notre région, une effervescence de présence, de participation des startups. Ça veut dire qu'il y a pas mal de projets et de projets de plateformes qui empruntent cette approche de numérisation. Ma question, c'est que qu'en est-il réellement du marché? Est-ce que la TPE, est-ce qu'il est privé de cet aspect-là? Est-ce qu'ils n'ont pas les outils? Quel serait l'obstacle, les obstacles, la problématique au niveau de la TPE, PME, pour bénéficier de la révolution ou de l'approche numérique à l'instar des startups qui sont en place? Alors, je m'excuse, c'est aussi, à un moment, j'ai eu un petit, ben, au niveau son, j'ai pas entendu la fin de la question ou du La question, d'accord, commentaire. malheureusement, oui, effectivement. D'accord. J'ai une connexion un petit peu limitée, elle n'est pas stable. Alors, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'on a l'impression, comme si tout ce qui est numérique, le numérique, soit il est l'apanage des startups ou des grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand on va par exemple trouver quand on cherche sur Internet, au niveau de notre, je dirais, écosystème marocain, les personnes qui sont actives sur le numérique, on va trouver pas mal de startups ou les grands comptes. La question qui se pose, qu'en est-il de la TPE? Qu'est-ce qui manquerait à la TPE pour aller s'investir, pour aller euh, expérimenter, pour aller découvrir, pour aller chercher les opportunités sur le numérique? Qu'est-ce qui le priverait de travailler sur la partie numérique? Mais là, quand vous me posez la question, c'est au niveau de la TPE utilisatrice du numérique ou bien fournisseur de services du numérique? J'ai envie de dire plutôt utilisatrice D'accord. dans le sens que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Ça veut dire aujourd'hui, là, je vais résumer un petit peu ma compréhension par rapport à la présentation. C'est qu'aujourd'hui, la transformation numérique, il touche deux aspects principaux. Donc, le premier aspect, c'est l'expérience client au niveau commercial. Donc, tout l'apport qu'elle met en place, qu'elle apporte à travers cette ubiquity. Ça veut dire il est présent partout, il est disponible partout, il n'est pas dépendant de la technologie. Mais pour l'installer, pour la mettre en place, il y a une démarche il y a une démarche à suivre. Oui. Démarche, marketing et ainsi de suite. Et de l'autre côté, bien entendu, il y a aussi l'apport au niveau du travail interne, du travail de l'équipe interne. Parce que l'équipe interne, ils deviennent beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles. Et aussi, donc, dans cette perspective-là, dans cette agilité, dans cette je mets promesse de numérique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment, ce sont les startups qui sont mis en avant. Bon, les startups, voilà, parce qu'ils ont découvert, parce qu'ils ont une idée de créer une plateforme pour mettre en contact les fournisseurs d'un côté, les utilisateurs de l'autre, ou les grands comptes, vraiment les grands comptes, soit étatiques, soit multinationales. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup de cas de réussite, ou du moins comment se dit, Oui, alors, voilà, par rapport au TPE. oui, alors effectivement, il peut y avoir plusieurs facteurs. C'est une très bonne question qui effectivement demande vraiment une forte réflexion autour pour voir effectivement quels seraient les leviers ou quels sont les freins
aujourd'hui. Moi, je dirais qu'en termes de remontée d'expérience ou de ressenti, ce que je peux voir par rapport à ces problématiques, c'est qu'il peut, curieusement, on trouve des TPE où il y a des gens qui sont très usagers de technologie sur leur smartphone et qui vont utiliser des outils de collaboration sans s'en rendre compte, puisqu'ils échangent à travers de la messagerie instantanée, etc. Et donc, ils voient bien, effectivement, les impacts que ça peut avoir, mais qui ne vont pas encore, effectivement, chercher à appliquer de tels usages en interne chez eux. Il peut y avoir un manque de sensibilisation. Et je pense que là, dans l'écosystème marocain aujourd'hui des startups, il y a vraiment la possibilité effectivement de rebondir et d'aller s'adresser à ces TPE ou ces auto-entrepreneurs qui peuvent faire usage de solutions numériques pour les sensibiliser et qu'elles reconnaissent vraiment l'entreprise numérique comme une étape, je dirais, une nouvelle révolution industrielle. Il y a encore parfois, et ça de partout dans le monde, c'est pas spécifique, je dirais, au Maroc, il y a parfois un faible niveau de maturité technologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont encore parfois des processus manuels ou qui sont soutenus par des outils non intégrés. Et donc, du coup, c'est effectivement, se pose ces questions d'investissement. Ah, ils ont peur, pourquoi, etc. Alors, pour changer, je dirais ça, effectivement, c'est important aujourd'hui. Et au Maroc, il y a effectivement un très large écosystème de start-up dans le numérique. Et j'en parlais, moi, il y a quelques années. J'ai beaucoup milité, je dirais, pour le cloud marocain, mais pas que pour le cloud, pour disposer d'infrastructures, mais vraiment pour disposer de plateformes offrant des solutions as a service et du software as a service adressé au marché marocain qui tient compte de la réglementation marocaine pour à la fois attaquer le marché marocain, mais aussi à l'international, au niveau continental, sur l'Afrique, mais peut-être, pourquoi pas, aussi ailleurs dans le monde. Il y a déjà des entreprises qui fonctionnent comme ça et qui vont chercher des marchés au-delà. Il y a aussi également le mindset qui doit être à travers la sensibilisation, pour les dirigeants, pour qu'on arrive à leur faire changer, qu'ils passent d'une logique d'acquisition à plutôt, ou implantation, à celle d'une appropriation des technologies. Et donc de ne plus considérer l'intégration de technologies comme un projet IT, mais plutôt comme un projet d'innovation qui va modifier les processus internes et les modes de gestion. Après, il y a effectivement les aspects aujourd'hui réglementaires qui sont à un très bon niveau au Maroc, qui font que de plus en plus, l'usage du numérique s'est imposé et va s'imposer de plus en plus, quelles que soient les entreprises. Donc, à un moment ou à un autre, le virage, il faudra le prendre ou alors ne pas le prendre. Mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que cet écosystème de start-up aujourd'hui marocaine, je pense, c'est d'accompagner ces entreprises TPE et de les aider en fait à considérer un projet de transformation numérique comme un projet d'affaires qui va modifier la culture d'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai insisté effectivement sur le premier vecteur sur lequel j'ai insisté pour ma modeste contribution ce soir, c'est sur l'expérience client. De toute façon, une entreprise qui fait du commerce, elle a besoin de vendre. Donc, quelle est la meilleure façon aujourd'hui, à l'âge du numérique, de se positionner pour aller effectivement chercher à vendre sans harceler, je dirais, et comprendre le consommateur et les clients sur un plan local, régional et puis peut-être mondial aussi. Donc vraiment, oui, je pense, c'est mon avis, mon retour d'expérience, je dirais, c'est vraiment d'aborder cette transformation comme un projet d'affaires qui va modifier la culture d'entreprise et qui va vraiment permettre d'innover en fait au niveau processus et puis atteindre un degré de satisfaction et d'expérience client important. C'est vrai, aujourd'hui pour la TPE, donc au moins sur l'aspect commercial, la transformation digitale peut apporter un avantage pour la TPE. Au moins, il faut qu'elle considère au moins au moins cet aspect, il est déjà porteur de promesses pour améliorer sa rentabilité. Ouais. J'ai des remarques ici, j'ai des commentaires sur Facebook. Alors,
Alors, il y a une petite remarque, c'est par rapport à la connexion à Internet. Ils disent que comment on peut en prévoir ou espérer avoir je veux dire, des projets de numérisation, actuellement de l'administration publique, qui prospèrent, alors qu'avec une connexion Internet limitée, pour ne pas dire médiocre. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est pas très médiocre que ça. Il y a un autre commentaire de la part de Jamel. Dans ce nouveau contexte de Covid-19, plusieurs organisations se sont trouvées obligées de passer à la vitesse supérieure de travail. Comment rayer sur cette transformation numérique de travail? Bon, je vais citer les deux, trois questions, comme ça je vous donne la main, Fouad, pour Oui, répondre un petit peu. Alors, il y a Mohamed Najib qui dit il manque la culture numérique pour la TPE PME et les ressources. Ça, c'est vrai. Jalal Jamel, aussi comment gérer la résistance au changement lié au numérique pas pour les collaborateurs. Bon, voilà. voilà. Il y a quatre axes. Internet, il y a télétravail, il y a la culture numérique, les ressources, et il y a la résistance au changement. Alors Internet, je suis à la fois surpris et en même temps pas surpris parce qu'effectivement, il peut y avoir des fractures numériques selon les territoires. De manière globale, dans les grandes villes au Maroc, moi, j'ai jamais eu de problème d'accès à Internet, que ce soit en 4G ou autre. Euh, Après, ça, je pense que c'est des chantiers qui sont en cours. Et moi, ce que je peux observer, c'est que de manière globale, au moins dans les grandes agglomérations aux alentours, très souvent, la connexion Internet, même en 4G, fonctionne plutôt bien. Après, on peut parler peut-être du prix, qui serait bien de revoir aussi au niveau économique pour encore soutenir et lutter contre cette fracture numérique. Donc après, j'ai pas tellement de visibilité, je dirais effectivement sur ça, mais il me semble quand même que par rapport à il y a quelques années, l'accès à Internet est largement démocratisé, voire parfois meilleur que dans certaines contrées en Europe, qui n'ont pas beaucoup investi sur le mobile en fait, sur l'internet mobile, et, euh, et parfois sur des territoires en Afrique, on a quand même des meilleurs accès en mobile, en 4G, que sur certains territoires en Europe. Je l'ai déjà constaté. Après, bon, sur la roadmap et ce qui arrive, ça, j'ai pas vraiment de visibilité sur ce qui va se passer, mais je pense que les opérateurs continuent à investir largement, effectivement, aujourd'hui sur à la fois la 4G et puis peut-être sur la 5G qui va arriver. La deuxième question, si aussi, c'était autour du télétravail, c'est ça? C'est ça, absolument, oui. Donc, sur le télétravail, bah, comme tout changement, j'ai envie de dire, ça se conduit. Donc c'est difficile effectivement, parce qu'il s'est passé avec le Covid, c'est difficile pour les gens qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser des solutions de collaboration et qui se retrouvent dans l'obligation de produire de chez eux, avec moins d'interaction physique avec les collègues pour peut-être avancer. Bah, là, c'est effectivement c'est une large question, mais dans laquelle j'ai envie de dire, bah, c'est un changement, ça se conduit, ça veut dire qu'il faut mobiliser un certain nombre de ressources internes, ça veut dire qu'il faut penser en amont à la mise en place à chaque fois d'un nouvel outil de solution autour du numérique, ben, d'avoir bien sûr une équipe support dédiée, que ce soit interne ou externe, mais aussi avec une base de connaissances interne, une espèce de forum interne qui permette aux utilisateurs non aguerris bah, d'aller peut-être chercher des solutions adaptées au contexte et pouvoir rebondir rapidement s'ils n'ont pas accès tout de suite de manière vocale au support. Mais oui, voilà, il y a aussi, il y a aussi énormément de choses. Bah, j'espère que là, avec la sortie, ça va pas se poser, mais il y a en tous les cas, on peut pas se passer d'une conduite au changement, d'une conduite de changement en fait au vrai sens du terme, dans l'adoption d'une nouvelle solution numérique. Parce que plutôt que d'imposer, il faut faire participer en fait tous les acteurs, les parties prenantes internes, et leur montrer en fait les apports et les gains qu'ils vont avoir
en utilisant une nouvelle solution. Donc, je ne peux que recommander ça à mon niveau aujourd'hui. Après, effectivement, la résistance, c'est pareil. On l'accompagne toujours avec la conduite au changement, en faisant participer, je dirais, les plus récalcitrants dans le projet, bien en amont. Bon, c'est vrai que là, ça s'est fait d'une manière du jour au lendemain, donc c'est un peu compliqué ce que je dis. Mais d'une manière théorique et pratique, ce levier, il est à considérer plutôt que d'apporter, de mettre à disposition une icône sur une tablette ou sur un PC, de dire il faut utiliser ça. Il faut quand même former, accompagner au changement et aussi former les utilisateurs. Et ces utilisateurs-là, on peut co-construire aussi l'usage de la solution numérique avec eux. C'est ce qui marche le plus, c'est vraiment de les impliquer en amont. C'est vrai que là, sur cette période, je redis, ça s'est passé d'une manière assez violente, je dirais, du jour au lendemain, il y a eu cette coupure. Mais dans un monde normal, on va dire, où les choses sont normales, il me semble important quand même d'inclure les personnes qui pourraient effectivement faire de la résistance bien en amont pour co-construire autour de la solution numérique qui va être mise à disponibilité des utilisateurs internes. Il y avait une quatrième question. C'était la culture, je pense, non? C'était la culture numérique qui manquerait au TPE-PME. Oui, c'est fort probable. C'est fort probable, effectivement, qu'aujourd'hui, dans certaines activités, je dirais, sur le continent, il puisse y avoir effectivement des activités artisanales ou autres qui ne vont pas porter un intérêt parce que ben voilà, ils ont l'habitude de délivrer leurs produits ou leurs services d'une manière artisanale sans usage du numérique depuis plusieurs années. Et puis ben, ça marche tant bien que mal. Ben, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion, elle est là, effectivement, parce qu'il y a eu cette pandémie et cette coupure. Et donc, what's next, j'ai envie de dire, si ça arrivait une autre fois, c'est là où je pense que ça peut être intéressant, effectivement, aux acteurs du métier, aux startups marocaines, d'effectivement de sensibiliser, de communiquer auprès de ces professions-là pour les sensibiliser, effectivement, à l'usage du numérique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu dans la communauté marocaine beaucoup de gens qui ont rebondi avec des sites web e-marchands qui font la promotion d'objets artisanaux marocains, à la fois qui vendent aujourd'hui sur le marché marocain, mais sur le marché mondial, j'ai envie de dire. Puisque, étant donné qu'ils ont monté des boutiques e-commerce, ils sont capables de vendre des djellabas, par exemple. Allô? On est là. Oui, j'ai cru qu'il y avait une coupure. Ils sont capables de vendre partout. Donc, c'est vrai que, oui, dans des PME qui ne font pas encore usage, enfin, pas des PME, pardon, des TPE ou des artisans, la question c'est what's next, si jamais ça devait se reproduire, comment un artisan pourrait continuer à vendre en faisant usage du numérique. Et je pense que c'est des choses qui vont naturellement, qui sont déjà dans la tête des gens et des questions qui se posent déjà au Maroc, et c'est des choses qui vont naturellement évoluer vers un usage de plus en plus du numérique comme complément pour soutenir l'activité locale, mais aussi à l'international, en particulier dans l'artisanat. Je pense que c'est plus une option aujourd'hui. Ce serait une erreur de pas utiliser le numérique pour vendre à l'international. Excellent. De toute façon, j'ai envie de dire aussi que peut-être les solutions qu'on a trouvées aujourd'hui, par force des choses, probablement, il y a une partie au moins qui risque de perdurer parce qu'on était peut-être réticents dans le temps, parce qu'il n'y avait pas l'obligation, mais aujourd'hui, comme on était obligé de les découvrir, en l'occurrence le télétravail, et peut-être autre chose, par exemple Zoom, travailler à distance, avoir des discussions, des réunions à distance, dans le temps, c'était presque une insulte. Si vous demandez à quelqu'un, surtout pour les consultants, pour un travail de commerçant, de commercial, avoir une réunion à distance avec quelqu'un, c'était comme un manque de respect, on ne fait pas ça. Ouais, Mais aujourd'hui, voilà, ça devient…
Vous me rappelez une anecdote. En fait, moi, j'étais passé aussi à un moment dans les équipes de Microsoft Maroc et à l'époque, j'allais dans une administration publique et on m'a retenu. Les équipes locales m'ont retenu pour me dire, parce que j'allais faire une présentation autour des outils de collaboration et des outils de messagerie instantanée. Et on m'a dit, mais tu vas parler de chat? Mais non, 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 mais ça va pas. Ils vont pas chatter. Bah, aujourd'hui, c'est devenu naturel, effectivement. C'est vrai que. Et puis, les gens se rendent compte aussi du gain en productivité. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une période difficile, effectivement complexe. Mais quand on voit l'usage, effectivement, de la visioconférence ou des outils de collaboration instantanée, bah, on passe d'une réunion à l'autre simplement en fermant une fenêtre. Alors qu'avant, on passait d'une réunion à l'autre en montant un étage, en passant les ascenseurs, en saluant des gens, ou en prenant sa voiture, en se déplaçant sur un autre site, en cherchant une place, on s'énerve, on n'est pas à l'aise, on ne trouve pas de place, on se gare, etc. On monte en réunion. Là, effectivement, on passe d'une réunion à l'autre. Donc, c'est vrai, exactement. Ça a ses inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Des avantages, oui, absolument. Absolument. Et surtout, bah, les avantages, moi je pense que de toute façon, le télétravail, ce n'est pas quelque chose qui vient d'être créé. Peut-être ici au Maroc, on vient de l'expérimenter, mais ailleurs, c'était un outil de travail qui a ses preuves depuis des années. Bon, peut-être aujourd'hui, il faut l'adapter au contexte, parce que bon, j'imagine, il y a des aspects légaux, il y a des aspects, bon, je veux dire, sociaux, question de congénité, engagement de l'équipe, leadership, gestion de l'équipe. Mais à part ça, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'en termes de performance, de rentabilité, bah, il y a des études. Moi, j'ai vu des études, je pense que c'est Peugeot qui a fait l'étude, peut-être Atos, eux aussi, ils ont fait l'étude, qu'ils ont découvert une augmentation de performance qui voisine les 25% Ah oui, pendant oui. cette période-là, et le travail à distance. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est incontestable. Hein. Moi, je parlais effectivement d'outils de collaboration dans lequel j'embarque la visioconférence et effectivement, c'est juste euh, phénoménal les gains en productivité, en efficacité, agilité, tout ce qu'on veut. Après, vous avez raison effectivement de souligner que bah, le télétravail, ça doit avoir un cadre. Enfin, ça doit avoir un cadre. Oui, il y a un cadre légal du télétravail. Et juste pour info, il y a quand même, quand je vois en France, le télétravail technologiquement parlant, il était plus ou moins disponible et possible depuis les années 2001, 2002, je dirais au moment où la DSL a commencé à rentrer avec des box qui fournissent un très bon débit, etc., avec le triple play, etc. Pour autant, il n'y avait pas vraiment un cadre légal. Le cadre légal s'est construit et il a été vraiment affirmé qu'en mars 2012 en France. Donc, voilà. il y a beaucoup de Voilà, en multinationales. chemin faisant, quoi. C'était en chemin faisant. Voilà, il y a beaucoup de multinationales qui fonctionnaient déjà avec du télétravail, notamment les multinationales américaines. D'autres entreprises françaises aussi qui fournissaient à leurs salariés la possibilité d'accéder aux outils de collaboration à distance, etc., de manière sécurisée et tout. Pour autant, le télétravail en lui-même, il n'avait pas de cadre légal. Et c'est la même chose au Maroc et en Afrique de manière générale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de multinationales où les salariés des multinationales travaillent à distance depuis très longtemps. C'est ça, absolument. Depuis très longtemps. Elles ont cette culture effectivement de télétravail déjà depuis un moment. Bon, après, effectivement, il y a le cadre légal qu'il faut peut-être adapter ou réadapter à la culture et puis à l'environnement de travail, effectivement, et au contrat de travail en fait. Si j'ai un commentaire sur toujours Facebook, je crois qu'on va traiter deux petits commentaires avant de clôturer la session parce qu'on arrive à l'issue du webinaire. De toute façon, il y a Jamel Ben Hashmi qui rebondit sur la question de culture et de TPE. Il dit que peut-être plusieurs des gens pensent que le numérique est un terme amélioré pour désigner la fonction informatique et d'autres pensent au marketing et les ventes via le numérique. Ben voilà, c'est très peu, ils ont une vision large et holistique de ce que signifie réellement le numérique.
il pose la question, quelle serait, est-ce que vous pouvez donner peut-être une petite définition simple, accessible, qui fera la part des choses, le numérique et le digital? Ah, c'est difficile, hein. Là, c'est un exercice difficile que vous me souhaitez. Et surtout à la fin de la session, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, mais c'est très. Non, mais c'est important. C'est vrai que c'est important. Je veux dire, moi, j'ai l'habitude de prendre du numérique pour du numérique comme un effet de mode, sans comprendre les usages et les impacts business, encore une fois, ou les impacts dans le cas de services fournis à des citoyens et les apports, sans vraiment évaluer ça, c'est une erreur. Acheter des solutions numériques sans vraiment évaluer les impacts, mais j'ai envie de dire, attendez, d'abord, il faudrait savoir ce que ça va vous apporter. Euh, Après, une définition, ouh là là, elle est complexe la définition. Bah oui, c'est les usages de solutions technologiques, je vais dire, qui s'appuient sur de l'automatisation, des algorithmes, qu'est-ce que je vais dire, voilà, de la donnée en fait, et de la manière de pouvoir traiter un certain nombre de choses qu'il était difficile de traiter manuellement sur des processus manuels avant, et aujourd'hui de pouvoir les traiter à travers de l'analytique, ou ce qu'on appelait avant le BI, ou les états, ça dépend dans quelles entreprises on a un vocabulaire différent, pour pouvoir avoir un tableau de bord et de voir où est-ce que je suis et où est-ce que je vais aller par rapport à mon marché. Aujourd'hui, il y a autre chose qui peut se rajouter dessus, c'est l'intelligence artificielle, c'est toutes les analyses prédictives. Et ça, ça va encore plus loin que le simple numérique. Ça ne veut pas dire qu'on remplace les humains, c'est pas du tout ça. Les gens ont peur que le numérique remplace les humains et tout ça, mais non, non, la preuve, là, ça a été prouvé là, mais c'est toujours prouvé. Je veux dire, l'humain va toujours rester au centre, mais le numérique lui apporte juste une façon de travailler différente, plus efficace. Et puis, moi, j'ai envie de dire au niveau business, d'attaquer le monde. Rien n'empêche aujourd'hui un artisan marocain qui fabrique des djellabas de vendre des djellabas partout dans le monde, d'autant plus que la communauté marocaine dans le monde, elle est Ouais. très très large et friande de consommation de produits du Maroc. Donc, bon, définition, c'est c'est un peu compliqué hein, de définir le numérique. Non, parce que non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de verbage autour de la transformation digitale, la stratégie numérique, la stratégie digitale, et on ne sait plus ce que c'est. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que moi j'ai envie de dire, une entreprise, ça restera toujours une entreprise. Euh, Elle va peut-être effectivement changer de modèle, changer son modèle de distribution, innover beaucoup plus, mais en tout cas, elle a besoin de vendre. Elle a besoin de vendre quelque chose, un produit, un service. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que cette stratégie digitale ou ce numérique vont pouvoir effectivement apporter, soit en termes de reconfiguration, soit en termes de développement, de soutien au développement des entreprises. Je crois le slide, le dernier slide que vous avez ici, ça résume, ça peut donner une définition par rapport à ça. Parce que là, vous dites, enfin, l'entreprise sera pilotée par les données. Donc, c'est toute l'entreprise qui va être pilotée par les données. Mais pour le faire, il doit passer par plusieurs étapes, par plusieurs phases. Et chaque phase, là, il y aura de l'automatisation, là, il y aura de la systématisation, là, il y aura de l'intelligence pour pouvoir piloter cette entreprise-là. Et de ça, donc, ce n'est pas simplement une partie commerciale ou une partie des opérations qui soit, je veux dire, pilotée par l'informatique, mais non, c'est toute une chaîne de valeur qui doit appliquer l'ensemble des éléments de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, sur le côté humain, là, il y avait un commentaire toujours sur Facebook pour parler de centre de compétences comme moyen pour réadapter les collaborateurs aux nouveaux outils technologiques
Bah, ils se demandent, est-ce qu'au Maroc, est-ce qu'il y a une démarche dans cette perspective? Est-ce qu'il y a une approche pour permettre aux collaborateurs je dirais, de renouveler leurs compétences à travers ces centres de compétences? Je ne sais pas si vous aurez une idée par rapport à ça, sachant que votre champ d'activité aujourd'hui, c'est vraiment la France. Bah, moi, je suis surpris d'une chose. Au Maroc, en fait, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais typiquement en France, on envoie parfois des salariés se former à utiliser un outil de traitement de texte ou un outil de gestion de tableau. Et au Maroc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de centres de formation qui vont former, enfin, à mon avis, hein, c'est ce que je perçois, il n'y a pas beaucoup de centres de formation qui vont former l'utilisateur final, je dirais à l'utilisation de l'outil informatique. Et là, ça fait partie aussi des challenges. Je pense que les startups ou l'écosystème, et là, je lance un message à l'écosystème, c'est aussi à eux quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise, c'est aussi à eux, je dirais, de faire les efforts nécessaires pour accompagner, non pas juste en mettant à disposition des solutions, mais accompagner à l'utilisation de ces solutions. Et donc, je dirais, au rescaling ou comment dire, en accompagnement pour monter en compétence les utilisateurs sur l'usage. Donc moi, enfin, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y a tout un chantier là-dessus et des efforts citoyens, patriotes, je dirais, pour pouvoir effectivement accompagner dans les usages et non pas juste livrer du matériel et des boîtiers, quoi. C'est vraiment d'accompagner les utilisateurs finaux dans l'utilisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est après la vente, comment on accompagne pour les clients pour avoir une meilleure expérience client, en fait. Sur des services compliqués comme ça, il me semble que c'est important d'investir du temps pour accompagner. Voilà, prendre en considération le projet dans sa globalité, au niveau solutions informatiques, infrastructures, les ressources humaines, leur formation, leur capacité à utiliser, évoluer, faire évoluer aussi le système mis en place. Parce que c'est pas la solution ne couvre pas que le système d'information. Bah, il faut absolument des opérateurs, des ressources pour pouvoir l'utiliser et l'adopter. S'ils ne sont pas formés, si donc le système ne sera pas utilisé dans bon escient. Et du coup, il n'y aura pas un retour sur investissement comme souhaité. Oui, je reviens à Cyril aussi tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur la vente de la valeur. Moi, j'ai envie de Oui. dire que, effectivement, la vente de la valeur, je la considère presque comme une approche médicale. Vous allez chez un médecin, vous avez une grippe, un rhume, etc. Il va faire un diagnostic et vous prescrire un médicament et ensuite vous allez passer chez un pharmacien. Notre métier, nous, aujourd'hui, on doit je dirais, on n'est pas des médecins, mais aussi on est un peu quelque part des médecins du numérique. On essaye de comprendre l'entreprise d'une manière transversale, à la fois en interne, mais aussi par rapport à son environnement externe, pour être en mesure d'accompagner avec des vraies solutions qui vont avoir un impact sur son business. Et le message que j'ai envie de passer ici, c'est aussi aux gens du métier de l'informatique sur lesquels aujourd'hui il repose beaucoup de responsabilités, mais il faut qu'ils sortent de l'aspect technologie purement technologico-technologique, mais de vraiment se concentrer sur les besoins métiers de leurs clients internes. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté à des organisations où les équipes informatiques étaient en difficulté pour exprimer le besoin de leur métier interne. Et ça, donc, ils sont obligés de faire appel à des prestations pour être accompagnés. Bon, bah, très bien, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette vision purement technique
aller vers vraiment la compréhension des métiers pour voir effectivement c'est quoi les solutions qui ont du sens et qui vont pouvoir avoir un vrai impact sur les métiers en termes de business, de productivité ou de services rendus si on est plutôt dans des administrations. Et c'est là où aujourd'hui il y a ce curseur à bien positionner. On forme des très bons techniciens, on a des très bons techniciens, mais la technologie, c'est très bien, mais il faut savoir à quoi elle va servir, qu'est-ce qu'elle va apporter. Et donc, c'est là où il y a un effort à faire au niveau des informaticiens eux-mêmes pour se concentrer beaucoup plus sur les métiers. Sur le métier. Et Excellent. de chercher vraiment à apporter cette valeur et d'être aussi faire de la vente de solutions et de valeur en interne pour pouvoir vraiment avoir l'impact qu'il faut. Parce qu'il y a malheureusement, comme dans tout, il y a des expériences, et toute expérience, elle est bonne in fine, mais parfois il y a des écueils, il y a des attentes des dirigeants qui se disent, mais on m'avait dit que si j'investis dans l'informatique, je vais devenir super performant. Sauf que la solution qui a été mise en œuvre, elle n'a pas été shapée pour effectivement répondre à des usages pertinents en interne, mais aussi pour l'externe, pour pouvoir avoir l'impact économique qu'il faut. C'est là où il y a la question, je dirais, aussi, c'est une question un peu saugrenue que je pose, mais voilà, ouais. L'adéquation entre la solution et le problème, et ça, c'est tout un problème parce qu'il faut exprimer son problème comme il faut. Et il faut de l'autre côté, du côté, je veux dire, aussi consultant, pouvoir mettre en place la solution qui s'impose. Et aujourd'hui, le constat que vous faites, c'est que parfois, je veux dire, même les utilisateurs, parce qu'ils sont techniciens, ils ne sont pas orientés métier. Ils se limitent à la partie technique, pas aux vraies problématiques métiers auxquelles ils doivent répondre. Et du coup, si on focalise que sur la partie technique, on risque d'être à côté de la vraie problématique qui est métier, qui n'est pas simplement technique. Bah, écoutez, je crois que c'est un excellente conclusion quand on parle du numérique. Donc, le numérique, c'est un outil, mais il est important tout seul, n'est pas suffisant. Donc, il est important de l'intégrer avec autre chose, le management, la compréhension de l'expression de besoin pour qu'il donne tout ça, ça veut dire aux grandes entreprises. Mais écoutez, je crois qu'on a un tout petit peu dépassé le temps imparti, mais c'est pas grave, c'était agréable d'avoir cette discussion-là, partagée. Écoutez, s'il faut être vraiment, je vous remercie pour votre disponibilité, pour cette agréable session de travail. Inch'Allah, on va essayer de programmer une autre parce que c'est un sujet qui est d'actualité, où il y a énormément de choses. On a besoin de comprendre pas mal de briques qui constituent. Ben, Inch'Allah, si votre temps le permet, on verra si c'est possible d'organiser quelque chose dans le futur. Avec plaisir, Sirosé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Barakallahu fik, barakallahu fik. Je tiens à remercier tous les participants avec nous et ceux qui ont participé, je veux dire, en posant leurs questions. C'est à travers les questions qu'on comprenne aussi les challenges, les difficultés, les problématiques sur le terrain. Je remercie aussi tous les participants sur Facebook qui nous ont accompagnés durant ce webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À très bientôt, Merci, Inch'Allah. bonne soirée. Allez, Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.